Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons une alternative à l'école ou comment s'instruire librement en s'inscrivant dans une logique de transition, d'éducation populaire et d'écologie humaine. Nous sommes dans le petit village de Daulcourt, tout au sud de la Meurthe-et-Moselle, avec deux des cofondatrices de l'Effet Mouche. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Élise Bie, Alexia Lallemand, bonjour. Bonjour. Et on a même eu le bonjour de Dali, 7 mois, c'est votre fils, Alexia Lallemand. L'Effet Mouche, c'est un projet, c'est votre projet d'école privée hors contrat, Élise Bie. Oui, c'est un projet un peu décoiffant, une école, ou plutôt une alternative à l'école. On a décidé avec plusieurs mamans, parce que là il s'agit vraiment de mamans, d'arrêter de se plaindre devant les grilles de l'école et de proposer autre chose pour nos enfants et pour les enfants des autres. On s'est posé plein de questions sur comment apprendre différemment, de manière enthousiaste, sans être forcément assis et attendre une nourriture indigeste. On a vraiment voulu dépoussiérer le projet. Est-ce qu'on peut rappeler à ce stade, d'emblée, Élise Bie, qu'en France, l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. C'est ça. C'est l'instruction qui est obligatoire et il y a plein de familles qui ont choisi d'autres fonctionnements. Il y a l'école l'école à la maison, et dans l'école à la maison, il y a des gens qui ne font pas du tout classe, avec quelque chose de classique. Il y a aussi des écoles alternatives qui poussent un peu comme des champignons en ce moment. Et nous, on est un peu au carrefour de tout ça. On a un peu l'instruction en famille, mais partagée. Une école participative et de parents. C'est aussi comme ça que vous avez jusqu'à présent élevé votre fille, à savoir, elle n'est pas allée à l'école jusqu'à l'âge de 6 ans. C'est ça, elle a été très peu à l'école et on l'a carrément complètement enlevée de l'école aussi par la suite. Elle est retournée à l'école, oui, là en CP. Et oui, l'idée c'était, enfin voilà, c'est de voir aussi notre fille grandir et apprendre. Son papa est maraîcher, elle vogue dans le village. Elle ne fait pas de différence entre les âges. Pour elle, discuter avec quelqu'un de 60 ans ou de 10 ou de 5, ça n'a aucune... elle n'y voit aucune différence. On l'a toujours trouvée libre et dans l'apprentissage continu. Et c'est ce qu'on a voulu garder, en fait. Ce qui peut être un défaut à l'école publique, et pour nous était des qualités, on a voulu conserver ça à tout prix. Est-ce qu'on peut résumer votre projet, Élise Bie? Vous êtes 4, Alexia Lallemand est avec nous. Il y a 2 autres cofondatrices également dans ce projet d'association d'école privée hors contrat, l'Effet Mouche. Est-ce qu'on peut considérer que c'est en fait une instruction faite par les parents auprès de leurs enfants, mais au lieu de faire ça à la maison tout seul, vous regroupez? Oui, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'à plusieurs on est plus fort et le projet peut prendre beaucoup plus d'envergure en se rassemblant. Enfin, on vient toutes d'horizons différents, on a toutes des compétences, des envies, des amis, des richesses qu'on a envie de mutualiser, de rendre ce projet participatif. Et tout seul, souvent, c'est moins joyeux tout seul, c'est plus... Voilà. Alexia Lallemand, vous n'étiez pas au tout début de cette aventure, vous avez intégré le groupe des cofondatrices. Comment ça s'est passé? Alors, je les ai rejoints après une réunion qu'elles ont fait, donc une réunion publique, on peut dire ça, en mars 2018. Donc Dali n'était pas encore né, il était encore bien au chaud. Et l'idée m'a plu tout de suite, parce qu'elles ont tout de suite parlé d'une alternative qui, moi, me plaisait, parce que je ne me voyais pas avec Dali faire l'instruction en famille seule. Pour rejoindre ce que Élise disait avant, l'idée de mutualiser toutes nos capacités, nos envies, nos passions, ça me plaisait beaucoup. Et parce plus on est de fous, plus on rit, finalement. Voilà.
Et ce qui me plaît aussi beaucoup dans cette idée d'alternative à l'école, c'est que on met en avant la singularité de l'enfant dans le groupe, que chacun aille à son rythme et qu'on apprenne de manière enthousiaste. Et l'effet mouche, c'est ça. C'est la petite mouche qui rentre dans la salle de classe ou dans l'espace partagé, et on se sert de cet imprévu, on le prend comme un cadeau, comme une... Au lieu de chasser la mouche et de se dire « elle nous embête dans notre cours », on profite de l'opportunité et on se saisit pour en faire de la pédagogie, c'est peut-être sans le savoir d'ailleurs, non ? Exactement, c'est l'imprévu, c'est un cadeau. Et du coup, ça invite à l'informel. Il faut être souple. Hein. Élise, mais est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du nombre d'enfants, alors je ne sais pas si le terme scolarisé est adéquat, mais en tout cas, qui font école à la maison? Alors on appelle ça instruction en famille, ils se disent IEF, et je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est énorme. Enfin, quand on commence à ouvrir ce chapitre, il y a beaucoup de gens qui font de l'instruction en famille et qui se rassemblent et qui ont des super initiatives, notamment à Nancy. Ils se rassemblent à la MJC des Trois Maisons tous les jeudis ou une fois par mois les jeudis pour faire des activités, des potagers partagés, aller chercher des champignons. Enfin, il y a des super initiatives autour de l'instruction en famille, de regroupement. En même temps, alors on comprend bien le concept parce que finalement, l'instruction à domicile, l'instruction en famille, voilà, c'est tout à fait légal en France, ça se pratique. Vous allez un peu plus loin parce que votre projet aussi, Elismi et Alexia Lallemand, c'est de créer véritablement une école hors contrat. Oui, en fait, on est obligé en fait de se positionner comme ça, comme étant une école privée hors contrat. On est soumis à des inspections, à une déclaration auprès de l'éducation nationale. Donc on est lisible, on est répertorié, mais on est forcément privé hors contrat puisqu'on n'aura pas d'enseignants du public, on n'aura pas la scolarité ne dépendra pas de l'État, on sera libre. Ça veut dire aussi pas de programme, pas d'évaluation, pas de notes, pas de bons points. Pas de bonnet d'âne. C'est ça, pas de bonnet d'âne, pas de récompense, pas de chantage, pas de classement, pas de devoir. Classe unique, multi-âge. On est libre de notre pédagogie. Et on fait confiance à l'enfant. Alors, on imagine bien, évidemment, les parents peut-être qui nous écoutent se dire, mais alors comment est-ce que vous faites pour que les enfants aient le niveau d'instruction obligatoire précisément et comment ça se passe, Alexia Lallemand? Alors, il y a un socle commun de connaissances à acquérir à 16 ans, donc, ou même avant l'entrée au collège, ils doivent savoir s'exprimer, lire, reconstituer un texte, le retranscrire, pouvoir parler d'un écrit, je sais pas moi, compter. Il y a un certain nombre de choses à savoir. Une forme de cahier des charges, quoi. Exactement. Donc on doit le respecter. On doit respecter ça. Et c'est bien sûr sujet à inspection. Donc après, l'enfant, il choisit comment il apprend ces choses-là. Les gens qui vont les accompagner seront non pas du coup des instituteurs ou des institutrices, mais des facilitateurs et des facilitatrices à cet apprentissage qui sera très personnel et très adapté à chacun. Et donc ça veut dire qu'on est libre dans notre pédagogie. Alors, on commence à bien comprendre le concept. Ici, à Daulcourt, on est dans le Saintois, en Meurthe-et-Moselle. Cette école privée hors contrat, vous la voyez avec combien d'enfants? Et ça veut dire aussi, si je comprends bien, que les parents sont évidemment très impliqués dans le fonctionnement même de l'école et la pédagogie. Alors c'est évident, ça va pas. L'implication des parents, ça va avec le projet. Et puis de toute façon, pour se tourner vers ce genre d'alternative, il faut soi-même être impliqué et avoir envie de s'impliquer dans l'instruction de son enfant en fait. Voilà. Sinon, autant le mettre à l'école et puis le déposer le matin, le récupérer le soir. C'est pas le principe. Exactement. L'idée, c'est que les parents, déjà, ils ont déconstruit eux-mêmes la vision qu'ils avaient de l'école et ils font confiance à leur enfant dans son apprentissage. Et Dali est en train de confirmer et d'approuver le propos. En fait, par exemple, si je peux me permettre,
l'école, elle va être aussi beaucoup hors des murs, c'est-à-dire que l'extérieur, c'est la salle de classe aussi. Donc imaginez du coup un enfant qui n'est pas assis de 8h30 à midi et de 13h30 à 16h30 par exemple, mais qui a le choix d'aller faire un petit peu de jardin, d'aller s'occuper des animaux, d'aller chercher les œufs dans le poulailler. Tout ça finalement c'est l'apprentissage de la vie aussi. Et en allant prendre des œufs, on peut compter combien il y a d'œufs dans son panier. Si on veut faire une cabane, on a besoin de savoir combien de mètres de corde il nous faut ou calculer l'angle de je ne sais quel toit qu'on veut construire. Enfin, tout ça, c'est des prétextes à l'apprentissage. Finalement, on fait un peu l'inverse d'école. Durablement vôtre, Éric Mutschler. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs et qu'on les remercie et qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Il y a une chose que nous n'avons pas encore évoquée dans ce projet d'école privée hors contrat, l'effet mouche, c'est le titre de cette école, le nom de cette école, qui est en projet ici à Dolcourt, c'est en Meurthe-et-Moselle, nous sommes au sud du département. Une chose que nous n'avons pas encore évoquée, Élismi, c'est le lieu où va se dérouler, non pas se tenir ces cours, on a bien compris qu'il n'est absolument pas question de cours, mais en tout cas où les enfants pourront apprendre en jouant, en faisant. Concrètement, ça va se passer où ? Alors après des aventures dans tous les sens pour trouver un lieu, c'est très compliqué de trouver un lieu aux normes ERP, validé par ERP, oui, établissement recevant du public. Nous, on a moins de 19 personnes, catégorie 5, type R. Enfin, c'est très compliqué. Vous êtes spécialiste des normes administratives. C'est hyper compliqué. Alors, on a tellement envie que ce projet existe qu'on s'est dit, pourquoi pas à Dolcourt ? Et on rêvait toujours, depuis le début, on rêve que ce soit à Dolcourt parce que c'est un village près de la forêt. Mon compagnon est maraîcher, on a un grand jardin, combien d'habitants ? Des animaux. Il me semble qu'il y a 80 habitants à Dolcourt.
On s'est dit que ça pourrait vraiment être le théâtre de quelque chose qui pourrait évoluer. On se dit que des parents vont peut-être vouloir venir habiter dans nos coins, que d'autres projets vont peut-être agricoles, peut-être éducatifs, culturels, artistiques peuvent naître de ce projet, puisque c'est un lieu de vie, c'est au-delà de quelque chose d'éducatif, c'est vraiment un lieu de vie. Donc on a proposé à l'association des possibles de venir s'installer dans notre écurie. Donc c'est un petit espace de 34 mètres carrés. Alors, on vient de franchir la Là, on porte. y est. Voilà, on y Il y a est. du boulot. Je confirme. Alors, quand vous dites écurie, Elismi, c'est une ancienne écurie, une ancienne ça. écurie. On voit encore d'ailleurs les ouvertures où on passait la nourriture, le foin pour les chevaux et les vaches. Aujourd'hui, ça fait plus ancien garage, ancien atelier, quoi. Oui, c'est ça. Alors, j'imagine que là, il y a un gros projet de C'est ça. réhabilitation, de rénovation. C'est ça, on a besoin d'une certaine somme d'argent. C'est pour ça qu'on fait un financement participatif pour récolter de l'argent pour que notre espace soit aux normes ERP. Donc il y a du boulot. On aimerait mettre une baie vitrée, il faut isoler, changer la porte d'entrée, créer des sanitaires. Mais parce que pour l'instant, il y a 4 murs, enfin, il y a ça. les murs, le sol en béton, C'est ça. le plancher ou le plafond en bois. Et on imagine. Alors, ce ne sera évidemment pas au sens classique une salle de classe. Non, ça sera un espace où on pourra faire de la poterie. Moi, je suis artiste céramiste à la base, donc ça me tient à cœur qu'il y ait de la poterie, un tour de potier, de quoi faire des arts, de la lecture, de quoi se poser, faire même aussi du formel, si les enfants ont envie de lire, écrire, faire un journal de l'école. Mais tout ne se passera pas entre ces 4 murs. Il y a un immense jardin, il y a le village, il y a les animaux, le maraîchage, la forêt. Et les enfants auront le droit, on suivra leur envie de passer. Si un enfant a envie de rester dehors 3 heures d'affilée, il pourra rester dehors et expérimenter, fabriquer, créer une cabane, un tipi, un four à pizza, tout ça possible. Après, il y a évidemment plus de limites. C'est ça. Est-ce qu'on vous rétorque de temps à autre, là, la question pour les deux, Elismi et Alexia Lallemand, est-ce qu'on ne vous objecte pas parfois d'avoir, est-ce qu'il n'y a pas le risque, en tout cas c'est l'objection qu'on peut vous faire, de fabriquer des enfants rois, voire capricieux? Alors je pense que ce concept n'existe pas. Moi non plus. Ça, c'était Alexia Le concept d'enfant roi, je n'y crois pas du tout. Alors qu'est-ce que c'est être enfant roi? Peut-être que l'école classique fait des enfants rois, c'est-à-dire des enfants adeptes de l'avoir et du posséder, de la consommation. C'est peut-être cette école-là qui ferait... Enfin, je pense qu'elle rend les enfants... en tout cas, ce concept, pas forcément l'école, mais ce concept-là ne rend pas les enfants heureux. Et je pense que... Non, je pense vraiment pas qu'on fera des enfants rois. Je pense qu'on fera des enfants bien dans le basket, autonomes. Et ça, c'est ce qu'il faut, être autonome, savoir ne pas faire les choses pour faire plaisir à l'adulte ni aux autres. Être maître de ses projets, être auteur de ses projets et penser que tout est possible, qu'il n'y a pas de limite. C'est pour ça aussi peut-être que c'est l'école des possibles. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. En réalité, c'est que l'enfant s'occupe comme il le ferait peut-être pendant les vacances, du reste, avec sans doute plus d'enthousiasme que le fait d'aller à l'école le matin à 8h. Là, je parle d'expérience, on est tous bien sûr passés par là. Peut-être qu'on ne sait pas assez qu'il y a ces alternatives à l'école et d'une part qu'elle n'est pas obligatoire et qu'il y a donc une autre façon de s'instruire. Oui, je pense que quand j'entends en tout cas les gens parler de ça, tout le monde est... Déjà quand ma fille sortait aux heures où les enfants étaient à l'école, tout le monde me dit mais comment ça se fait que tu es là, tu n'es pas à l'école? Je pense que c'est impensable de savoir à partir à l'école, on n'apprend qu'à l'école et c'est un peu... Oui, les gens ne savent pas, l'école est obligatoire. Voilà. Alors que c'est l'instruction qu'il est, qu'il y a plein de façons d'apprendre, que le savoir n'appartient absolument pas à l'école et que on sait tous, même le menuisier, le maçon, le plombier, tout le monde sait des choses. Je me dis, mais est-ce que les bâtisseurs de cathédrales étaient à l'école ou avaient été à l'école? Eh bien non, les écoles, il n'y en avait pas, et surtout pas pour des artisans ou des gens, voilà, non. On est toujours là dans ce futur local. Alors moi, je l'imagine, plutôt cocooning, sympa, chaleureux, mais il y a encore du travail. Il faut que l'appel à financement participatif fonctionne.
Qu'est-ce qui vous a amené à cette méthode pédagogique, si on peut utiliser ce concept-là, ce terme-là, ces termes-là? Alors, on a beaucoup farfuné, regardé, lu, absorbé plein de choses. Et la personne vraiment qui nous a fortement inspirés, c'est Bernard Collot, parce que justement, il ne propose pas une pédagogie prête à avaler. Il propose des réflexions, et dans sa petite école, il est en retraite maintenant, mais il a expérimenté son projet, enfin ses idées sur le terrain, dans une petite école rurale, classe unique, multi-âge. Je crois qu'il a démarré... je crois que la petite histoire, c'est qu'il avait enlevé le pupitre de son bureau. Enfin, il était enfin, avant, les bureaux des enseignants étaient un peu surélevés, évidemment, le maître. Il a enlevé son pupitre et quelqu'un lui a dit mais tu fais du Freinet, et je crois qu'il ne connaissait pas Freinet, et du coup il a commencé. Alors il faut vous-même que vous nous rappeliez qui est Freinet, Élise Mie. Donc Célestin et Élise, j'y tiens parce qu'il y avait Élise Freinet et Célestin Freinet qui ont été très subversifs en leur temps. Maintenant on les voit aussi à l'école publique, mais je crois que Célestin Freinet a fait de la prison aussi. Il a un petit peu décoiffé l'éducation. Il a remis au cœur des apprentissages le faire. Il a mis des techniques des imprimeries dans les classes. Il a mis en place plein de choses qui sont utilisées maintenant, peut-être des fois mal d'ailleurs, à l'école publique. Le quad neuf, le tâtonnement expérimental. Il a vraiment renversé le système éducatif classique pour faire vraiment ne pas faire d'élèves, je dirais, mais faire plutôt des humains qui réfléchissent, qui pensent. On est à quelle période, Freinet? Les années 30. L'entre-deux-guerres. On n'appelait pas comme ça à l'époque. Oui, mais... oui. Et du coup, Bernard Collot nous a inspirés Donc il est parti d'abord de Célestin Freinet, et ensuite il a été encore plus loin. Il a trouvé que l'adulte finalement pouvait s'éclipser de plus en plus dans les apprentissages des enfants. Il a surtout ouvert les portes de l'école, laissé les parents rentrer. Le papa mécanicien venait désosser une mobilette dans la cour de l'école. La vie était source d'apprentissage. Ce n'est plus le cours ou le programme qui était source d'apprentissage, mais c'était la vie en elle-même. La mouche, d'où la pédagogie de la mouche, d'où l'effet mouche pour la pédagogie de la mouche, et la mouche qui pénètre dans la classe et qui devient un prétexte d'apprentissage. Parfois même quand il y a vraiment beaucoup de mouches, ça peut aussi être un support pédagogique. Alors ici, vous nous expliquez, Élise Mie et Alexia Lallemand, le projet, on est toujours dans ce qui est votre écurie pour l'instant encore, qui sera donc mise à disposition de l'école L'Effet Mouche, mais ça ne va pas être qu'un espace d'accueil réservé aux enfants. Non, dans notre projet, il y a aussi une partie lieu de vie. On peut appeler ça aussi espace de vie sociale. En fait, on a voulu aller plus loin dans l'idée que notre école n'était pas une école, mais un lieu de vie, où la vie, les apprentissages sont dans la vie, en faisant, en vivant, en coopérant, et surtout que les enfants voient des gens différents, d'âges différents, que les portes soient ouvertes, que les enfants soient de plus en plus loin dans leurs envies. Parce que vous parliez tout à l'heure de loisirs, que finalement les enfants allaient occuper leur temps comme en vacances, mais je dirais que ça va plus loin, puisque là on va leur mettre... Ouais, non, mais dans le sens où pour nous les enfants sont des artistes, sont des scientifiques, sont ils sont déjà plein de choses, et ils peuvent aller très très loin. On dit que les enfants naissent tous surdoués, et que l'école finalement enlève toutes ces compétences. Les bride un peu, souffle Alexia Lallemand. Vous vouliez intervenir, Alexia? Alors, sur cet espace de vie partagé, où du coup, l'idée, c'est que ce soit intergénérationnel. C'est-à-dire que le grand-père, il peut apprendre, la maman, elle peut apprendre, tout le monde peut apprendre, les enfants peuvent nous apprendre. C'est ça aussi, c'est que ça va dans tous les sens. Et qui dit lieu ouvert à tous. L'idée, donc, c'est que ces gens viennent s'impliquer aussi à ce projet avec les enfants, et surtout les parents qui s'impliquent dans l'apprentissage de leurs enfants, qui soient acteurs de leur apprentissage et qui soient présents avec eux. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire.
J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Moi es-tu heureux? Je suis pas heureux mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond je n'ai qu'un seul regret, je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon Dieu? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur, sur un grand écran en couleur. J'aurais voulu être un artiste pour avoir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire, et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On est revenu au show ici devant la cheminée chez Élise Mie. Nous sommes à Daulcourt, c'est en Meurthe-et-Moselle, au sud du département. Et nous sommes également avec Alexia Lallemand, toutes deux des cofondatrices de l'Effet Mouche, projet d'école privée hors contrat. J'imagine que lorsqu'on travaille sur un tel projet, beaucoup de questions se posent à vous, non ? Oui, c'est un projet plein d'enthousiasme et qui plein de petites lumières qui s'éclairent, mais on est super consciente des risques et des questionnements. C'est un peu une expérience aussi pour nous. On va travailler avec des humains, donc voilà, c'est en mouvement. Le projet n'est pas figé, rien n'est inscrit dans le marbre. C'est ça qu'on aime bien, mais c'est ça aussi qui déstabilise. C'est pas un projet rassurant. C'est plus rassurant d'aller à l'école de la République. Ah, c'est peut-être une bonne raison. D'autant que, Élise Mie, vous accueillez une association, alors une école au sens large, on a entendu toutes les dimensions, dans votre domicile. Oui, c'est y ça. compris dans votre jardin. C'est ça. Oui, c'est ça. On accueille l'association dans une partie de la maison, dans une dépendance de la maison. Donc oui, effectivement. Du coup, c'est très sélect.
Oui, c'est vrai, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui pourrait se passer. On essaye d'imaginer le pire pour devancer. En espérant et en se disant, en ayant une pleine confiance en plein de choses. Mais on préfère penser au pire. D'ailleurs, avec Anne-Cécile, une des fondatrices du projet, nous sommes partis une semaine en Bretagne, dans une école, les Lueurs des Champs. Une école qui ressemble beaucoup à ce qu'on veut faire. Et Émilie, des Lueurs des Champs, a généreusement partagé sa triste expérience d'école. Donc, c'est pas l'école, c'est pas son fonctionnement, c'est pas les enfants qui ont été le problème, mais c'est les parents. Et ça a été très loin. Voilà, elle l'a partagé pour justement que les écoles alternatives prennent note de ça et puissent se questionner sur ces problèmes-là qui sont des vrais. Elle a soulevé quelque chose, elle l'a mis au grand jour, mais il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas forcément évoqué leur fin. Et ce serait bien, oui, d'évoquer les problèmes pour justement essayer de réfléchir à comment... nous, notre premier... justement, on va faire un stage de communication bienveillante et authentique là au mois de mars qu'on organise avec Élise Busser. C'est Élise Busser qui nous a concocté un programme. On pense que cet outil est un super bon outil pour aborder les problèmes de communication parce que voilà, on sait qu'on va devoir faire face à beaucoup de choses compliquées. Voilà. Alors justement, Alexia Lallemand, vous aussi, vous vous interrogez sur votre propre implication au sein de cette école privée hors contrat, l'Effet Mouche, qui est en train d'émerger ici à Dolcourt. Alors c'est sûr qu'un projet comme ça fait se poser énormément de questions, et surtout des questions très personnelles de passer du rêve à la réalité. Est-ce qu'on va être à la hauteur ? Est-ce qu'on va réussir à assumer aussi tout ce que ça implique ? Mais du coup, c'est ça qui est très intéressant, c'est d'y réfléchir tout ensemble pour faire quelque chose de beau, qui fonctionne et qui nous plaise aussi. Et qui plaise aux enfants surtout, parce que c'est pour eux. Finalement, quand on emmène ces enfants à l'école, on les dépose le matin, on les récupère le soir, ils ont eu le temps de manger à midi. Là, il n'y a rien de tout ça. C'est vous qui organisez tout. C'est exactement ça. C'est une organisation du temps entre du coup un facilitateur, une facilitatrice et des parents qui vont donner une après-midi, quelques heures ou de leur temps au niveau administratif ou en recherche, je sais pas, de subventions, de mécénat, que sais-je, de ce qu'on veut. Donc là, typiquement, on a notre financement participatif qui est lancé sur Hello Asso jusque fin février, qu'on vous invite à aller découvrir, parce que du coup, tout est résumé, ce qu'on fait. Et il y a une super vidéo à aller voir, où on apparaît toutes. Alors justement, Alexia Lallemand, vous évoquiez la dimension financière. Je vais vous poser la question à vous, Élismi. Combien ça coûte pour des parents de scolariser ? Évidemment, vous allez faire des bons, c'est pas du tout le terme adapté, mais pour permettre à un enfant de participer à cette école privée hors contrat, l'Effet Mouche à Dolcourt. Alors ça, c'est une question qui nous a bien tarabiscoté, puisque d'ailleurs, nous toutes, nous ne sommes pas des gens riches. Donc il fallait que ça reste honnête et un projet accessible, puisque voilà, c'est un projet de gens modestes pour des gens modestes. Donc on réfléchit encore, mais a priori ce serait soit 100 € par enfant, soit 200 € par famille, quel que soit le nombre d'enfants. Ça, c'est par mois. Par mois, oui. Pour que le lieu fonctionne, et il va sans doute avoir aussi des emplois, mais des emplois qui seront aidés. C'est pas vraiment des emplois aidés, mais on est sur un territoire qui expérimente le territoire zéro chômeur, et on aurait peut-être une opportunité de faire partie de ce projet, ce qui nous permettrait d'avoir 2 emplois dans l'école pour pérenniser le lieu, parce qu'on se dit qu'au final, en fait, un lieu qui ne tient qu'avec des bénévoles, c'est très très fragile, et nous, on a envie que le projet soit pérenne. Donc, on voudrait qu'il y ait quand même des salariés dans ce projet. Mais que ça reste participatif. Ouais. C'est censé commencer quand, Élismi, vous allez démarrer cette école à quel moment ? Alors le rêve, ce serait au printemps, mais 2019, mais on pense plus septembre 2019. Donc, comment est perçu le projet à la fois
très localement. Vous avez précisé tout à l'heure, Daulcourt, moins de 100 habitants. Village rural, on n'a pas forcément l'habitude de voir s'ouvrir une école privée hors contrat dans ce type de village. Comment est perçu le projet localement et est-ce que vous avez des candidates? Alors on parle beaucoup de mamans, est-ce qu'il y a aussi des candidats? Alors, il y a des papas qui ont envie de donner de leur temps, des papas musiciens, maraîchers, artistes. Enfin, il y a plein de gens qui ont envie de donner leur temps. Le projet est plutôt super bien perçu quand on en parle avec les gens. On sent que les gens se disent, mais c'est ça l'école. Enfin, ça paraît à la fois couler de sang, ce projet, et en même temps, ça gratouille, ça chatouille, et c'est compliqué. C'est Parce compliqué qu'on a du mal à parce que, sortir des oui, sentiers battus. c'est ça. Et il y a toujours ce... J'avais envie de dire un gros mot, mais le résultat, inscrire les choses dans le marbre. Enfin, on a besoin de savoir où on va, alors que qui sait en plus en ce moment ce que sera demain. Je crois que personne ne sait trop. Alors justement, est-ce que vous avez le recul suffisant ou est-ce que vous avez connaissance de ce que deviennent ou ce que sont devenus les enfants qui sont passés par ce type de pédagogie? Alors, effectivement, ce ne sont pas des banquiers. Ce sont plutôt des gens libres qui se posent beaucoup de questions. Les Après, il y a des gens... apprécieront. Les banquiers apprécieront. Mais en tout cas, alors il y a des gens dans tout type. Enfin, il n'y a pas de travail type pour les enfants sortis de cette école-là, mais en tout cas, peut-être leur point commun, c'est de ne pas satisfaire quelqu'un, enfin de faire les choses pour soi, de savoir se poser des questions, d'oser, de confiance en soi. Il y a quand même quelque chose, voilà, un atypisme et une force quand même qui est déjà énorme, enfin qui est énorme. Et, rien que ça, c'est déjà énorme. Se poser ce regard-là sur le monde. Rabelais disait l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, c'est un feu que l'on allume. Ça doit vous parler, ça? Ah oui, oui, complètement. Cette histoire de vase qu'on remplit, voilà, on a encore la sensation que c'est encore ce qui se passe, quoi, qu'on a envie de remplir un cerveau vide et qu'on oublie que les enfants arrivent avec une histoire, peut-être que les parents se sont disputés la veille, que c'est compliqué. Enfin, cette histoire-là doit faire partie de l'école. On entend souvent les enseignants dire « je ne suis pas psy, je ne suis pas éducateur, je ne suis pas ». Et j'ai l'impression que les enseignants se construisent dans le « je ne suis pas », alors que si, quand on est avec les humains, on est plein de choses, on n'est pas que l'adulte qui remplit quelque chose de vide et qui doit absorber quoi qu'il arrive. Tiens, tu dois connaître ta leçon. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une histoire derrière. Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare un duro lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone e noi pure per lavorare. Oh mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ma verrà un giorno che tutti quante lavoreremo in libertà. Alexia Lallemand, vous êtes l'une des cofondatrices de l'Effet Mouche, ce projet d'école privée hors contrat à Daulcourt, ici en Meurthe-et-Moselle. Quel est votre propre parcours?
Alors moi j'ai été à l'école classique. Je n'ai pas eu la chance de vivre une instruction alternative et du coup c'est pour ça que j'ai envie aussi de proposer cette alternative-là à mon petit Dali et aux autres enfants qu'il va côtoyer. Et du coup, moi, j'ai travaillé dans l'animation avec des enfants, donc du centre de loisirs, des colos, et je me suis spécialisée dans les classes découvertes sur la fin de ce travail d'animatrice. Voilà, où on accompagnait des classes à découvrir des lieux en France comme la Bretagne, la Haute-Savoie, la mer. Vous parlez d'école classique, vous avez poussé la formation de cette école classique jusqu'à quel stade ? Alors, je suis allée jusqu'en fac. J'ai fait une année en fac et je suis partie travailler du coup directement dans l'animation. Et par la suite, donc, j'ai été animatrice culturelle à la MJC Lillebonne à Nancy, voilà, où j'ai fait de très beaux projets. Et vous-même, Élise Mie, vous êtes une élève des écoles libres ? Non, pas du tout. Je suis allée à l'école classique. D'ailleurs, que vous ne rajoutiez pas de la République. C'est vrai. Je suis allée à l'école de la République. D'ailleurs, ma mère m'a dit il n'y a pas longtemps que si elle avait su qu'on pouvait faire autrement, elle ne nous aurait pas mis à l'école. Donc voilà, on a été quand même élevés là-dedans. On s'est posé beaucoup de questions et l'école a fait souffrir mes frères, par exemple, qui étaient des dyslexiques. Donc voilà, c'est des interrogations qui sont... Voilà, on s'est beaucoup posé de questions sur l'école à la maison, au sein de notre foyer. Donc j'ai un parcours assez classique. J'étais passionnée par les arts toute petite, donc j'ai fait un lycée spécialisé dans les arts et après j'ai été à la fac passer une licence d'art plastique. Ensuite j'ai fait un diplôme de céramiste plasticienne à Nancy. Et j'ai été quelques années à mon compte comme potière. J'ai été animatrice pour la communauté de communes de nos coins du pays de Colombey et du sud de Toulois. J'étais animatrice céramiste. Voilà, donc j'ai côtoyé différents publics. Qu'est-ce que vous auriez aimé de moins ou de plus, comme disait votre maman, si vous aviez pu, Élise Mie, suivre justement un parcours d'école libre ? Je pense que j'aurais eu davantage confiance en moi et que j'aurais pu me spécialiser. En fait, je trouve que souvent ce qui fait peur, c'est de se spécialiser. On trouve qu'il faut avoir un maximum d'un petit peu de plein de choses. Et je pense que c'est un vrai leurre, c'est qu'en touchant un petit peu à tout, on n'a rien en fait. Alors quand on spécialise, on aborde tout. Je pense que même dans les arts, on peut... J'ai toujours détesté les maths et les sciences et je me dis mais quelle bêtise d'avoir bloqué comme ça sur ces matières-là, alors que ça peut être génial et ça peut être abordé d'une manière mais extraordinaire. On n'est pas obligé d'apprendre en s'ennuyant. Il y a des milliers de manières d'apprendre de manière ludique et en faisant quelque chose qu'on aime. On peut apprendre une multitude de choses. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Élise Mie, Alexia Lallemand, coup de cœur ou coup de gueule ? Alors plutôt un petit coup de gueule. Élise Mie. Élise Mie. Donc moi j'aimerais que le lieu où passent les enfants, où les enfants passent le plus clair de leur temps, donc l'école, soit vraiment une vraie préoccupation et un vrai questionnement, parce que je pense que c'est au cœur de beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. S'il y avait des questionnements autour de l'école, il y en a, il y a des enseignants qui se battent, mais ça me semble être de plus en plus héroïque de devenir enseignant dans ce système-là. Donc je salue les enseignants qui luttent et qui essayent de faire bouger les choses, et je pense que c'est une tâche très compliquée. Vous n'avez jamais vous-même, Élise Mie, pensé, songé à être enseignante précisément ? Si, je suis allée à l'ESP, anciennement IUFM, pardon. J'ai voulu être enseignante en me disant je vais révolutionner tout ça, changer. Et j'ai passé très peu de temps à l'école et je me suis dit non, je ne pourrais pas travailler avec des gens aussi formatés. J'ai pensé que je n'arriverais pas. Ça m'a paru hyper éprouvant de changer les choses de l'intérieur. Et je me suis dit non, je veux créer une école alternative. Une alternative à l'école, on l'appelle comme on veut, mais
ça m'a semblé être vain de travailler au sein de ce système. Quand vous dites que on ne se préoccupe peut-être pas suffisamment de l'école, d'une façon générale, nos hommes politiques vont vous dire mais si, l'école c'est notre premier budget, c'est notre préoccupation, mais c'est peut-être la finalité même de l'école qui Oui, est c'est à ça. revoir selon vous, sachant que l'école, pour certains, pour beaucoup, c'est peut-être d'abord et avant tout outiller nos enfants pour réussir dans la vie. C'est ça. C'est peut-être parce que, justement, ouais, il y a une finalité à l'école et il ne devrait pas avoir de finalité. En fait, on devrait laisser les enfants être ce qu'ils sont. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être, oui, qu'on crée une école. Enfin, voilà, l'école a été créée pour ça. Enfin, quand on revient sur l'histoire de la création de l'école, oui, elle est faite pour former. C'est bien pour ça que ça s'appelle école. Donc, oui, c'est vain, je pense. Est-ce que, selon vous, il y a un parallèle à faire entre précisément cette pédagogie-là et l'état du pays? Ah oui, c'est totalement en lien. Je pense que fabriquer des êtres qui pensent de moins en moins et qui sont dans un contexte de compétition, de notation, faire plaisir à l'adulte, Tout à être l'heure, puni, enfin tout à le l'heure, système Élisée, punitif. je vous posais la question euh, sur le devenir des enfants qui étaient passés par des écoles libres ou des écoles comme celle que vous proposez ici à Dolcourt, l'effet mouche, et vous m'avez dit ils ne sont pas devenus banquiers. Et aujourd'hui, on sait l'état du monde à cause précisément de la financiarisation. Vous aviez fait ce lien? Oui, oui, je pense que quand on commence à se poser ces questions-là, ou en tout cas, je pense que oui, on est obligé de faire le lien entre le climat, le monde, l'argent, l'école, enfin tout ça est complètement lié. Oui, je pense que... Alors ça, c'était votre coup de gueule, Élisée. Coup de cœur cette fois-ci avec Alexia Lallemand. Alors moi j'ai un coup de cœur pour les arbres aux livres. Donc j'ai eu la chance de travailler à la MJC Lillebonne, une des 7 MJC de Nancy, et c'était un de mes objectifs, c'était de mettre à jour, faire sortir de terre cet arbre aux livres, le premier qu'il y a eu, donc Place Saint-Èvre. Et donc le système, c'est du coup une armoire implantée dans la ville, où tout le monde peut déposer des livres, en prendre, les redistribuer autour de soi, passer du temps à une terrasse de café à côté pour bouquiner, échanger avec des gens. Et donc c'était en 2015 et maintenant j'en vois partout. Il y en a à Pompey, il y en a à Toul, j'en ai vu à Pont-à-Mousson aussi. Enfin, en tout cas, c'est en train de pulluler. Il n'y en a pas j'adore encore à beaucoup. Dolcourt? Bon, Non, on nous dit de la tête Élisée. En tout cas, on peut en trouver même dans certains villages. Je sais, par exemple, à Colombey-les-Gars. Enfin, Colombey-les-Belles, c'est plus un petit village, mais à Fracourt, par exemple, un ancien abribus transformé en arbre à livres. Est-ce que c'est pas paradoxal, Alexia Lallemand, aujourd'hui où précisément on a tous accès à Internet, les gens se promènent greffés dans la main leur smartphone, que finalement réapparaisse apparaisse ce concept d'abord de livre, donc du vrai papier issu de vrais arbres avec de la vraie encre, et en même temps en distribution ou en accès libre. Est-ce que c'est pas paradoxal et est-ce que c'est pas révélateur aussi, là encore, de l'état de notre société? Eh bien, je pense que c'est important de faire ça parce que du coup, ça recrée des échanges. Parce qu'avec ces tablettes, ces téléphones, on se ferme de l'extérieur. Et quand je suis dans le train avec mon livre ou ma BD, la personne qui est à côté de moi, elle a un œil dessus. Et du coup, ça invite à la discussion, au partage, à l'échange. Et du coup, c'est ultra important qu'il y ait ce genre de choses. Qui se dévie vers des boîtes à dons également, où on peut y mettre des objets. Et pareil, du coup, plutôt que de jeter, s'ouvrir aux autres, donner, échanger. Enfin, tout ce qu'on a envie, toutes ces valeurs qu'on a envie de mettre en avant dans cette école, dans cette alternative à l'école, en fait. Voilà. On trouvera probablement ce type de démarche ici à Dolcourt, à l'effet mouche. Évidemment. Et pourquoi pas créer cette armoire avec les enfants. Enfin, tout est possible, en fait. Pour autant, Alexia Lallemand, est-ce que ce type de démarche, somme toute sympathique, est-ce que ça vous paraît quelque chose de marginal ou est-ce que ça traduit d'un vrai changement en profondeur sociétale?
Ouais, c'est un vrai changement parce que du coup, ça nous ouvre des opportunités d'échange avec les autres. Et par exemple, donc, au-delà de l'école alternative, il y a cet espace de vie partagé, cet espace de vie sociale, ce café associatif qu'on va ouvrir également aux autres personnes où on va pouvoir avoir des débats, des projections, des rencontres autour d'un jeu de société, autour d'un film, autour d'un, que sais-je, de tout ce qu'on veut pour reproduire tout ça. Merci Élise Mie et Alexia Lallemand. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur le projet d'école alternative L'Effet Mouche dans le petit village de Dolcourt, tout au sud de la Meurthe-et-Moselle, avec Élise Mie et Alexia Lallemand, deux des mamans cofondatrices de L'Effet Mouche, et Dali, 7 mois, le fils d'Alexia qui fut bien sage pendant tout le reportage. Pour en savoir plus et pourquoi pas rejoindre ce projet, rendez-vous sur effetmouche.wixsite.com. Et pour répondre à l'appel à financement participatif, c'est jusqu'au 28 février 2019, rendez-vous sur helloasso.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Les gens qui doutent par la lyonnaise Anne Sylvestre, paru sur l'album Au théâtre de la Potinière, sorti en 1995. Le blues du businessman par le québécois Claude Dubois, extrait de la comédie musicale Starmania, créée à Paris en 1979. Et enfin Bella Ciao, ici dans la version des Mondines par la lombarde Giovanna Daffini, figure de la chanson de lutte sociale, prolétaire et paysanne de la deuxième moitié du siècle dernier en Italie, paru sur l'album Amore mio non piangere, Ne pleure pas mon amour, sorti en 1975. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.